Bonsoir, bienvenue dans le kiosque, votre émission culturelle. Tout de suite, le sommaire. La ferme de Belébat consacre samedi une journée à l'art des marionnettes. Les explications avec Yann Lavabre, le directeur de la salle Guyon-Courtoise. 10e concours de guitare ce samedi et dimanche à Montigny-le-Bretonneux. Pour en parler en plateau, Vincent Leblay, membre du conseil d'administration de l'école de musique du Manet. Et puis le festival de Cannes, c'est en ce moment. Et sur place, c'est l'occasion de rencontrer les Yvelinois qui sont présents sur la croisette. Parmi eux, le réalisateur Nicolas Comsofa. Mais avant tout ça, je vous propose d'ouvrir une page musique. Samedi et dimanche, c'est le 10e concours de guitare de Montigny-le-Bretonneux qui se déroule salle Jacques Brel. Pour en parler en plateau, Vincent Leglève, bonsoir. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'école de musique du Manet. Vous êtes aussi élève en classe de flûte traversière. Tout à fait pour la petite anecdote. En 10 ans, ce concours a permis de rassembler quelques 400 guitaristes de France entière et de l'étranger. Justement, d'abord pour ce concours, comment les guitaristes sont sélectionnés pour ce concours de guitare ? Alors ils s'inscrivent, l'inscription est libre et tous les guitaristes qui le souhaitent peuvent s'inscrire. C'est un concours de guitare classique, donc on a un réseau notamment par la presse qui fait la promotion de ce concours. Et donc cette année nous avons 35 inscrits qui viennent de la France entière et notamment un candidat également qui vient de la Belgique. Mais je présume est-ce qu'ils ont des niveaux assez différents ou est-ce qu'il faut avoir quand même un bon niveau pour participer à ce concours ? Alors c'est là une particularité du concours de guitare de Montigny-le-Bretonneux, c'est qu'en fait il est ouvert à tous les guitaristes. Ça va des plus jeunes qui ont 1 ou 2 ans de guitare et ça leur permet de se frotter pour une première à ce type d'exercice, jusqu'à des professionnels en devenir pour qui le concours fait office un peu d'antichambre au monde professionnel de concertistes. Et j'en veux pour preuve que le lauréat du premier prix se voit ouvrir les portes du Festival international de guitare de Paris pour un récital cette année qui se déroulera en novembre. En novembre prochain. Alors les auditions, enfin on peut en tout cas écouter les jeunes et les moins jeunes aussi qui participent à ce concours. Ce sera samedi entre 10h et midi et 14h et 17h. Ils sont auditionnés comment ? Ils ont un thème précis, ils ont, je présume, un timing à respecter. Alors il y a effectivement des morceaux qui sont choisis par niveau, par le directeur artistique du concours, Nicolas Sasso, qui est concertiste et professeur de guitare. Et qui sera en concert d'ailleurs le dimanche à 18h30. Et qui sera pour l'occasion de ses 10 ans en concert à 18h30 en l'église Saint-Martin de Montigny-le-Bretonneux, un concert ouvert à tous. Donc j'invite tous les téléspectateurs à venir assister à ce récital. Et donc Nicolas Sasso fait une sélection de morceaux pour les différents niveaux et chaque participant présente le morceau de son niveau et il y a une délibération qui permet d'établir des prix pour chaque niveau. Et le jury, qui compose ce jury ? Alors, le jury est composé de Nicolas Sasso, de Didier Jalquin, directeur de l'école de musique de Montigny-le-Bretonneux, de l'école de musique du Manet, pardon, et qui est à Montigny-le-Bretonneux, dans le quartier du Manet, et Tania Chagnot, concertiste internationale, et Emmanuel de Herrera, qui est également un concertiste de guitare classique. Tout à fait. Donc ça, c'est samedi. Si on veut venir écouter les élèves, les guitaristes en devenir et ceux qui sont un peu plus professionnels, ce sera donc entre 10h et midi, 14h, 17h à la salle Jacques Brel. Et puis dimanche, il y aura un concert à 15h, le concert des lauréats. Voilà. Avant le concert de Nicolas Sasso à 18h30. Tout à fait. Donc samedi soir, 18h30, église Saint-Martin, concert de Nicolas Sasso. Et 15h dimanche, salle Jacques Brel, le concert des lauréats, ouvert également à tous. Tout à fait. Un mot quand même aussi sur l'école de musique du Manet, donc à Montigny-le-Bretonneux. Combien d'élèves reçus et quel type de discipline ? Vous faites évidemment les disciplines traditionnelles, ça je présume, mais il y a peut-être d'autres aussi. Alors 350 élèves en 2000 pour cette saison. Une école qui existe depuis 1998, qui est ouverte à toutes les musiques, les instruments les plus classiques, le piano, le violon, la guitare, la flûte traversière, mais également des instruments un peu plus exotiques comme les steel drums. Une école de musique qui est très dynamique, un grand nombre d'ensembles, ensemble de steel drum, ensemble de guitare, un petit orchestre, un orchestre de jazz, une école de musique qui participe à la vie également de la commune au travers du Téléthon, au travers des fêtes de quartier, au travers des fêtes de la ville. Vraiment une école qui est très investie, très dynamique. Et c'est aussi important de préciser que cette école accueille à la fois des tout petits et à la fois elle prépare aussi aux ateliers pour le bac de préparation. Oui, tout à fait. Donc il y a des ateliers pour les plus jeunes pour qu'ils découvrent tous les instruments de musique et fassent le choix de l'instrument qui
qu'ils veulent pratiquer. Et également pour les élèves de baccalauréat, il y a une section qui leur permet de préparer l'option musique du baccalauréat. Donc, voilà. Merci beaucoup Vincent Legret d'être Merci venu sur à le vous. plateau de Kiosque. Donc pour ceux qui veulent assister à ce 10e concours de guitare à la salle Jacques Brel de Montigny-le-Bretonneux, ce sera samedi toute la journée et puis dimanche le concours des lauréats, le concert des lauréats, c'est à 15h. Merci beaucoup. Dans quelques instants, nous allons parler marionnettes avec Nicolas Gervais, mais avant, je voudrais vous proposer 2 rendez-vous musicaux qui ont également lieu ce week-end. Direction tout d'abord la batterie pour ce samedi soir pour un concert de Michel Ndéjolé au cello, une ambiance sous les grooves pour une artiste qui aime à la fois le hip-hop, le reggae, le rock et le jazz. Elle a été nommée 9 fois Grammy Awards. Concert à partir de 10,50 €. Je vous propose d'écouter cette artiste. Elle a une voix très envoûtante. Here I sit outside your door. Talk to me. Talk to me. Just talk to me. No one will ever love you more. Baby, please, just talk to me. To me. Allez, un tout autre style maintenant, direction cette fois le musée de Port-Royal des Champs à Magny-les-Hameaux pour écouter le quatuor Chiaro-Oscuro. C'est de la musique classique, un quatuor qui connaît bien les lieux puisque les musiciens y ont déjà enregistré un CD. Ce dimanche, au programme des œuvres d'Haydn et de Mozart, tarif plein à 20 €, 10 € pour les étudiants et les moins de 12 ans. Samedi 23 mai, la ferme de Bel-et-Bas de Guyancourt propose une journée consacrée aux marionnettes. Nicolas Gervais vous en propose le détail avec Yann Lavabre. Une journée spéciale consacrée à la marionnette, ça s'appelle C'est de la manipulation. C'est le samedi 23 mai à la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt. Pour nous en parler, on retrouve le directeur de la salle, Johan Lavabre. C'est tout de suite maintenant dans le kiosque. Laissez-vous manipuler. C'est une journée consacrée à la marionnette du matin jusqu'à la fin de l'après-midi. La marionnette pour tous les âges et dans tous ses états. Donc on commence le matin pour les plus jeunes spectateurs et puis au fil des heures, le spectateur grandit. Timide, eh bien, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est timide, comme le titre l'indique, et qui va apprendre à vaincre sa peur pour réaliser ses rêves. Un très joli spectacle de manipulation écrit par Catherine Verlaguet et interprété par Bénédicte Guichardon. Ce n'est pas de la marionnette classique, c'est de la manipulation d'objets, justement. C'est pour ça qu'on dit la marionnette dans tous ses états. La marionnette, c'est extrêmement varié, hein. C'est une discipline qui se renouvelle sans cesse. On est loin du guignol d'antan ou de la marionnette à fil. Et là, donc, Timide, ça s'adresse aux enfants à partir de 3 ans. Un spectacle à découvrir en famille, avec les parents. Papy, t'es prêt? Tu peux commencer à parler. Parler, je ne sais pas, par où commencer, Ma mère s'appelait Yulia. J'imagine qu'elle était belle. Je me souviens de son parfum. À 14h30, ce sera Valise d'enfance, un spectacle de la compagnie Pipasol, une compagnie des Yvelines, qui raconte avec beaucoup de pudeur. En fait, c'est un grand-père qui raconte à sa petite fille la déportation de sa famille. Voilà, ce sont
On a fêté on a célébré la fin de la Seconde Guerre mondiale, les 70 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et on a voulu permettre aux jeunes spectateurs à partir de 7-8 ans de se plonger dans cette histoire qui fait partie de notre héritage. Le spectacle a été désigné spectacle coup de cœur du Festival mondial des théâtres de marionnettes à Charleville-Mézières. Je suis bien aise de vous dire cela, car vous savez bien que moi, je n'ai pas un décilitre, pas un centilitre, je n'ai pas le moindre petit millilitre. Oh, père, enfin, père, vous n'avez pas lieu de vous plaindre. Et l'on sait que vous nagez dans l'abondance. Que je nage? Dans l'abondance, père. Où est-ce que tu as vu ça, que je nage, si je suis sec comme un coup de trique, père? S'il vous plaît, hein? De pareils discours et les dépenses que tu fais feront qu'un jour on viendra me couper le tuyau pour me voler. Et quelles dépenses est-ce que je fais? Parce que tu trouves ça bien d'être si propre et de sentir si bon. Comme si tu étais un Delafont. Oh! À 18h, une adaptation de l'Avare de Molière, une pièce très originale où en fait toute la thématique liée à l'argent est remplacée par l'eau. Et donc en fait il s'agit de chercher l'eau. Donc voilà une adaptation de Molière assez jubilatoire sur fond de pénurie des ressources naturelles. Et c'est un spectacle que nous proposons avec le service du développement durable de la ville de Guyancourt. Voilà, et après les marionnettes à la ferme de Bel-et-Bas, je vous propose de poursuivre cette émission avec Catherine. Laissez-vous manipuler par Catherine. Des petites manipulations. Et toujours à Guyancourt, ce sont les 20 ans de la Mezzanine, la salle d'exposition située au premier étage de l'hôtel de ville. À cette occasion, la Mezzanine présente une sélection des œuvres les plus emblématiques, une façon de montrer la diversité de sa collection. L'entrée est libre jusqu'au 26 juin. La renaissance de la fontaine de Latonne au château de Versailles depuis lundi, l'un des plus forts symboles du pouvoir du roi Soleil, a repris vie. Il aura fallu 2 ans de travaux pour une centaine de personnes. Rien que cela, les explications avec Wilfried Richie et Elodie Moine. Dorure à leur fin, marbre de Carrare, les jardins du château de Versailles ont retrouvé leur visage d'antan, celui imaginé par le nôtre 3 siècles plus tôt. Avec la restauration du bassin de Latonne, c'est l'un des plus anciens et des plus importants éléments du parc qui reprend son éclat d'origine. Nos visiteurs vont retrouver le bassin de Latonne parce que ce bassin de Latonne était ici, mais je crois qu'on ne pouvait pas se faire une idée de sa splendeur. Car il était singulièrement détérioré, il l'était à l'intérieur bien sûr, mais il était aussi à l'extérieur. Et retrouver toute sa beauté, retrouver la couleur des marbres, retrouver l'étincelant des plombs, et ben je crois que c'est très important quand vous faites une promenade à Versailles, que vous arrivez en haut des terrasses, que vous ne savez pas que ce bassin est là, et que tout d'un coup vous le découvrez, et si en plus il est en eau, je pense que là c'est formidable. Initiée en 2012 grâce au mécénat de la Fondation Philanthropia, cette rénovation n'était pas uniquement indispensable sur le plan esthétique. La structure qui supporte le décor, composée de 73 statues, ainsi que les réseaux de fontainerie, étaient gravement fragilisés par l'usure des fondations d'origine. Maçons, restaurateurs de marbre, de métaux, d'horreur, tailleurs de pierre se sont ainsi succédés sur le chantier. On a énormément de contraintes, notamment liées au tourisme, liées à la sécurité et aussi aux différentes entreprises qui interviennent à des moments différents. Donc il faut tenir compte des fontainiers qui doivent faire leur travail, des couvreurs, de l'entreprise qui fait l'étanchéité. Disons, travailler sur des monuments historiques, on a l'habitude, on fait ça toute l'année. Par contre, sur des fontaines, c'est quand même assez rare. Il n'y a pas énormément de fontaines en France et qui plus est celle-là. Je ne sais pas s'il y en a une autre aussi grosse, aussi importante, du moins en taille de pierre. Un chantier ouvert au public. Malgré les contraintes, le château de Versailles a tenu à mettre en avant ce patrimoine en programmant plusieurs rendez-vous en présence des ouvriers et techniciens d'art, même si ces derniers ne manquaient pas de défis à relever.
La principale difficulté de ce chantier et de nos métiers en général, c'est de voir dans les matériaux. Est-ce que les matériaux peuvent être encore conservés avec toutes les techniques modernes de consolidation que l'on peut avoir aujourd'hui, avec des résines, avec des colles, ou alors est-ce que les matériaux sont trop dégradés et il faut les remplacer. Ces chantiers de Louis XIV associaient des matériaux locaux avec des matériaux étrangers, exogènes, qui souvent étaient très 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 chers. Et dans la restauration, comme on cherche à reconduire ces mêmes matériaux, on a eu le même problème de trouver de la meulière. Aujourd'hui, c'est très difficile de trouver de la pierre meulière. C'est plus difficile que de trouver du marbre de Carrare. Pour la meulière, c'est en partie, alors on doit dire les choses, c'est en partie des rognons de meulière qu'on a pu acheter à des paysans. Vous savez, dans des champs, parfois il y a des rognons de meulière qui remontent à la surface, mais ça ne suffisait pas à tout faire. Le reste, on l'a trouvé en matériaux de démolition, certains venant d'un hangar de l'aérostation dans le fond du parc qui avait été construit pour la guerre de 14, mais qui avait encore des beaux blocs de meulière appareillés et qu'on a récupérés, et d'autres qui venaient carrément, je crois, de démolition de pavillons des années 1920-1930. La tonne, mère d'Apollon, de Diane et maîtresse de Jupiter, peut en tout cas maintenant à nouveau ouvrir depuis la terrasse la grande perspective dans le parc du château, avec une fierté toute retrouvée. Comme tous les mercredis, la chronique cinéphile. On commence tout d'abord avec le coup de cœur d'un professionnel du 7e art. Ce soir, Cyril Haddad du cinéma Espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois. Cette semaine, notre coup de cœur est le film croate Bonté divine. Le jeune prêtre Fabi Jean arrive dans une petite île croate pour reprendre les rênes de la paroisse. Préoccupé par le taux de natalité médiocre, il met en œuvre un plan pour inverser la tendance. En complicité avec le vendeur du kiosque local, Pétard, très religieux, il se met à percer tous les préservatifs vendus par ce dernier. À ce plan s'associe le pharmacien Marine, qui remplace les pilules contraceptives par des vitamines. Très vite, mariage et naissance se multiplient, un phénomène qui amène vite sur l'île une foule de visiteurs étrangers qui n'arrivent pas à concevoir. Tournée dans un village superbe au bord de l'eau, cette farce étonne autant qu'elle détonne. Potrebno je samo tankom iglom tu probušiti rupicu i Cette comédie croate s'amuse des excès de la religion et du nationalisme exacerbé en faisant de quelques capotes trouées le sujet d'un film truculent. Le film abat joliment les tabous en choisissant le parti du burlesque. Le film est soutenu par Charlie Hebdo et Charb avait même réalisé le petit dessin figurant sur l'affiche. Bonté divine est à découvrir cette semaine à l'Espace Philippe Noiret. Ah oui, un film vraiment étonnant. On continue avec du cinéma toute cette semaine à Nicolas Kirillovitz de Radio Sensation et sur la Croisette à Cannes pour suivre les Yvelinois présents lors de ce festival. Et ce soir, rencontre avec un jeune réalisateur, Nicolas Kampsofa. Il vient présenter son second court-métrage. 2000, c'est le nombre de films inscrits au Short Film Corner, un espace uniquement dédié au court-métrage en plein cœur du Palais des Festivals ici. Le court-métrage, c'est un passage quasi obligé pour les réalisateurs. C'est une manière de faire ses preuves. C'est également l'occasion de se faire connaître auprès des professionnels. Avec son film Jeanne, l'Yvelinois Nicolas Kampsofa a été sélectionné pour le Short Film Corner. Le jeune homme de 22 ans réalise ainsi son rêve. Nicolas aurait peut-être pu faire carrière dans le football si une blessure à la jambe à l'âge de 13 ans ne l'avait pas obligé à abandonner les terrains et à se tourner vers la vidéo, le montage, puis la réalisation. Nicolas a désormais trouvé sa voie. On commençait à faire des vidéos. Je m'étais dit pendant 2 ans, ça y est, c'est ça ce que je veux faire. Je ne veux plus faire du montage, c'est faire de la réalisation. Donc c'est devenu une passion presque addictive, vraiment. C'est obsessionnel, j'ai besoin de faire des films tous les ans, j'ai besoin de créer, quoi. Donc c'est venu comme ça et je suis très très content de pouvoir faire du cinéma. Après, on ne vit pas forcément de sa passion, mais en tout cas, il faut essayer de casser les murs, quoi. Et pour casser les murs, il met toutes les chances de son côté. Nicolas, qui n'a pas fait d'études de cinéma, est un autodidacte et veut se faire connaître. L'an passé, il était déjà venu présenter à Cannes un film sur le football amateur. Mais après, au bout d'un moment, les gars, il faut se poser les questions. Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que j'ai envie de devenir dans le football? Réussir, ça veut dire quoi? Aller au plus haut des niveaux, être international. Aujourd'hui, Nicolas revient au Short Film Corner, l'espace dédié au court-métrage, avec un autre film visionnable par l'ensemble des festivaliers. Le plus grand intérêt, c'est de pouvoir avant tout projeter mes films, parce qu'on peut avoir des salles de projection, donc présenter des films à des producteurs. Et puis aussi d'avoir une petite carte de visite aussi, parce qu'il ne faut pas se mentir, le Short Film Corner est un bon marché pour
on va dire, démarcher d'autres festivals internationaux, et aussi bien nationaux ou régionaux dans notre pays. Donc pour moi, c'est le premier intérêt d'être au Short Film Corner, et le second, c'est de pouvoir faire des rencontres, en tout cas dans notre milieu, des acteurs, des producteurs, des distributeurs. Nicolas est donc descendu sous le soleil de la Croisette pour défendre son deuxième court-métrage Jeanne, l'histoire de Gaël, un ancien cambrioleur qui s'évade de prison pour aller se recueillir sur la tombe de sa mère. Et à travers sa cavale, il entreprend une quête du pardon envers ses proches et lui-même. Écoute-moi bien, je suis pas là, j'existe pas. Si jamais tu ouvres ta gueule, je saurais que c'est toi. Ce film-là, il est venu assez rapidement parce qu'on va dire que je voulais rendre hommage à ma mère, parce que bon, même si elle n'est pas morte et que le film est assez romancé, on va dire que j'avais souvent eu des rapports très très conflictuels avec ma mère, ce qui a fait que je voulais un petit peu me pardonner, on va dire, envers ma mère, parce que je n'ai pas été un enfant très très facile. Et donc du coup, j'ai fait ce film-là pour elle, et puis essayer aussi sur le plan artistique de passer un cap et d'évoluer, parce qu'il fallait, je me suis décidé de produire ce film-là tout seul. Et toutes ces économies y sont passées. Tourner ce film de 15 minutes lui a coûté plus de 3 500 €. Pour passer à l'étape suivante, Nicolas doit maintenant boucler un budget plus conséquent afin de réaliser son premier long métrage, baptisé provisoirement Frater. C'est un film qui devrait parler de la banlieue. Alors j'aime beaucoup faire des films sociaux, on va dire, essayer de faire montrer des messages, faire passer des messages de notre société. Ce sont des thèmes qui me parlent vraiment, et c'est pour ça que je vais faire un film sur la banlieue, en tout cas, je l'espère, l'année prochaine, quoi. À seulement 22 ans, le jeune homme qui vit à Mantes-la-Jolie est déterminé à faire de sa passion son métier. Nicolas Kamsofa a pour devise une citation du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Et l'ensemble des chroniques canoises de Nicolas Kirillovitch sont également à retrouver sur le site internet de TV Fil 78 Radio Sensation, c'est sur 98.4. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous mercredi prochain. Nous parlerons du festival Banlieusard. Bonne semaine.